Bonjour, les lois Wasserman en matière de lanceurs d'alerte. On en avait parlé ensemble, deux lois au journal officiel, une loi organique et une loi ordinaire du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte après un passage presque anodin devant le Conseil constitutionnel. Ces deux textes ont été portés par le député Sylvain Wasserman, qui sera des nôtres dans quelques secondes, et qui visent à renforcer la protection des lanceurs d'alerte consacrée par la loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016. Il s'agit de transposer une directive européenne du 23 octobre 2019, mais le texte français là va beaucoup plus loin et est intéressant. Un premier élément de définition: sera reconnu comme lanceur d'alerte la personne physique, pas morale, qui signale ou divulgue sans contrepartie financière et de bonne foi des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit international ou de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. À noter d'ores et déjà plusieurs assouplissements. Jusqu'ici, le lanceur d'alerte devait être désintéressé. Cette notion ambiguë est remplacée par celle d'absence de contrepartie financière. Ce qui veut dire que, par exemple, un lanceur d'alerte pourrait être en conflit financier, mais néanmoins être un lanceur d'alerte avec son employeur. Est supprimée aussi la condition qui existait antérieurement, selon laquelle le lanceur d'alerte devait avoir personnellement connaissance des faits. On peut être une source de deuxième rang, mais attention à ne pas non plus colporter des rumeurs non vérifiées et peu crédibles, bien sûr. La vérification de la règle n'aura plus à être grave et manifeste. Les faits dénoncés, on l'a vu tout à l'heure dans la définition, pourront porter sur des informations sur un crime, un délit, des violations du droit ou des tentatives de dissimulation de ces violations. Il y a surtout deux boucliers, deux nouvelles garanties données aux lanceurs d'alerte, une extension des garanties offertes par la loi Sapin 2 aux lanceurs d'alerte qui relèveraient d'autres dispositifs spécifiques. Donc s'il y a plusieurs régimes applicables, le lanceur d'alerte aura le plus favorable de ces régimes. Et deux, il y a une protection contre les représailles, parce qu'on peut avoir des représailles, y compris contre les associations qui vont aider le lanceur d'alerte, des procédures bâillons, etc. Il y a une protection contre tout ceci. Et puis, les canaux dont dispose le lanceur d'alerte pour signaler ces faits étaient d'une assez grande complexité. Aujourd'hui, c'est simplifié. Le lanceur d'alerte pourra soit faire un signalement interne, soit un signalement externe, qui pourrait être l'autorité compétente, défenseur des droits, justice, organisme européen. Attention, souvent on appelle lanceur d'alerte celui qui envoie un tweet tonitruant sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas ça un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte ne fera de divulgation publique que dans certaines situations bien particulières, qui sont ici listées. Et puis, il y a eu toute une série d'ajustements sur la protection, y compris juridique, des lanceurs d'alerte, les responsabilités du fait de leur signalement, la possibilité de provision quand on a des frais de justice ou quand on subit ce qu'on appelle les procédures bâillons, les rôles du défenseur des droits. Tout ceci a été précisé. Je vous propose que nous regardions tout ceci avec celui qui a apporté ces propositions de loi, le député Sylvain Wasserman. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Premier élément, quels sont les points forts de vos lois? D'abord, il faut signaler qu'il s'agit d'une loi parlementaire que j'ai écrite, dont je suis le rapporteur, mais qui est issue de rapports parlementaires et d'une démarche parlementaire. C'est important. Et deuxième point, cette loi, elle regarde pas à pas, depuis la définition même du lanceur d'alerte, jusqu'au canal qu'il utilise pour signaler son alerte, jusqu'aux représailles dont il pourrait être victime, en passant par les procédures bâillons qu'il risque. Toutes les étapes de la vie du lanceur d'alerte ont été passées au crible pour apporter, je crois, la solution la plus juste. Et on a trouvé, je crois, cette bonne ligne de crête entre le monde des entreprises, qui a des attentes et des exigences, entre le monde associatif très militant sur la cause des lanceurs d'alerte, ce juste chemin de crête pour que ces femmes et ces hommes prennent leur juste place dans notre société. Bon, j'imagine que vous avez bien quelques regrets aussi sur des choses qui ne seraient pas passées, qui seraient à mettre dans des lois futures ou autres. Le texte qui résulte de l'accord avec le Sénat est exactement le texte que j'aurais posé sur la table en deuxième lecture si on n'avait pas trouvé d'accord. Pourquoi? Parce que je crois que les arbitrages ont été faits, le texte est amélioré sur certains éléments un peu techniques, notamment sur la base des préconisations du Conseil d'État. J'ai planché 3 fois au Conseil d'État sur ce texte. Donc je pense que je n'ai aucun regret. En revanche, des points de vigilance sur la mise en œuvre, mais aussi des points de vigilance sur une thématique très importante qui est l'accompagnement financier et psychologique des lanceurs d'alerte. On a tout un dispositif pour garantir
que David sera bien défendu contre Goliath, mais je crois qu'il va falloir être vigilant pour trouver la façon de l'orchestrer en pratique. Et maintenant, les administrations, comme tout organisme, vont avoir à s'adapter à ce droit. Quels sont vos conseils opérationnels de mise en œuvre de cette réforme? Le gouvernement a 6 mois pour écrire les décrets. Alors l'important, c'est quoi? C'est de définir exactement les canaux externes, c'est-à-dire les autorités indépendantes qui vont traiter en fonction de la thématique, qui vont traiter l'alerte au fond, mais aussi le rôle du défenseur des droits. Vous savez que dans le texte organique, la proposition de loi organique, on redéfinit et on donne officiellement un rôle au défenseur des droits en matière de protection des lanceurs d'alerte. Eh bien, ce rôle doit être calé avec un véritable adjoint, avec une responsabilité à part entière. Donc, tout ce calage opérationnel est important et je crois que la vraie question démocratique qui va se poser après, c'est la façon dont la société civile s'empare de ce texte, notamment les facilitateurs qui peuvent accompagner les lanceurs d'alerte, la façon donc dont on s'empare de ce texte et dont on en fait le véritable pilier de notre système démocratique, ce nouveau pilier que j'avais à l'esprit lorsque j'ai écrit ce texte. Bien, merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.